Bonjour, bonjour, le Marigot vous salue et vous retrouve sur la route de l'itinérance littéraire pour la deuxième séance qui aujourd'hui fait escale à Saint-Louis. Nous allons aborder Saint-Louis et l'esclavage, l'histoire telle que cela nous a été rapporté, telle que certains faits ont été écrits, tels que des témoignages nous ont été donnés. Nous en avons conscience, nous en avons connaissance et nous devons continuer à tracer les échanges, ce souvenir qui est le lit de ce que nous devons faire aujourd'hui et de ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, toujours dans la plus grande sérénité, dans la bienveillance. Me voici aujourd'hui avec vous, avec ce livre de Djibril Samb, Initiation et études africaines numéro 39, Saint-Louis et l'esclavage. Essayez de l'acquérir, de le trouver. Il y a beaucoup d'informations avec beaucoup d'humilité, mais surtout beaucoup d'objectivité. En cela, entre les remerciements qui sont faits par l'auteur, les travaux qu'il a effectués, je vous livre juste le petit avertissement qu'il met en première page, en première écriture, avant d'attaquer l'extrait dans le propre du sujet qui sera aujourd'hui la traite négrière à Saint-Louis. Plateforme, comme vous le savez, incontournable, indispensable des colons, hein, juste après les découvertes, leur approche sur les côtes africaines. Voilà, il nous dit, l'édition de cet ouvrage que j'ai le plaisir de présenter aux chercheurs et au grand public ne fut pas de tout repos. Le contact avec les auteurs vivants sur 3 continents, Amérique, Europe et Afrique, n'était pas toujours aisé. Or, selon les usages, un texte ne peut être publié s'il n'a été revu, corrigé et approuvé par son auteur. Nous avons scrupuleusement respecté cette règle, malgré les difficultés et les lenteurs qu'entraîne sa mise en œuvre. Cependant, les décisions éditoriales sont de la responsabilité de l'éditeur qui doit respecter certaines normes de divers ordres qui ne sont pas toujours parfaitement connues des auteurs eux-mêmes. C'est ainsi que chaque fois qu'une référence bibliographique n'a pu être présentée avec des garanties suffisantes de sécurité et de fiabilité, ou qu'elle était manifestement de seconde main, je l'ai purement et simplement supprimée. Cela en dit long sur l'objectivité de l'auteur, sur le travail qui a été fait, sur l'honnêteté, la transparence et la morale. C'est pour ça que ce livre fait partie de mes choix, me tient à cœur, et que je ne cesse également de tourner les pages pour m'en imprégner, pour ne pas oublier. Aussi, je vous commence cet extrait en vous situant sur la traite négrière dans l'arrière-pays de Saint-Louis par Mbaye Gueye, qui était professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de l'UCAD de Dakar. Il nous dit, pour bien situer qui est au cœur de ce symposium, il faut d'abord se souvenir que Saint-Louis était le chef-lieu de la concession du Sénégal qui s'étendait du Cap Blanc à la Melo-Corée en Sierra Leone. Du moment que le séminaire de Gorée nous avait permis d'étudier avec un certain luxe de détails tous les secteurs polarisés par Gorée, nous circonscrirons cette fois-ci notre réflexion aux zones directement connectées avec le commerce de Saint-Louis. Le XVIIe siècle est notre point de départ et précisément l'année 1659, où les Français abandonnèrent leur premier établissement de Bieurt, constamment envahi par les crues du fleuve, pour mettre pied sur l'île de Ndar à laquelle ils donnèrent le nom de Saint-Louis, en l'honneur de leur roi, Louis XIII. Saint-Louis ne tarda pas à devenir un solide comptoir qui joua un rôle important dans le commerce triangulaire, Europe, Afrique, Amérique. Le choix de cette île, comme celui des autres, s'expliquait par le souci des Européens de placer entre eux et les indigènes la surprotection de l'eau, qui,
tout en les mettant en articulation avec l'arrière-pays, procurer une relative sécurité à leurs personnes et à leurs biens. L'importance de ce comptoir venait de ce qu'il était un entrepôt des produits de l'intérieur et des marchandises de traite importées d'Europe. Saint-Louis se trouvait un grand courant naturel de pénétration, le fleuve Sénégal. S'il ne s'agit pas de nier l'immense avantage qu'offrait la position de cette île dans le trafic négrier, il faut cependant constater qu'elle était beaucoup moins performante que la rade de Gorée. L'embouchure du Sénégal est fermée par une barre dangereuse qui faisait peur, même aux plus hardis navigateurs. Il est aussi établi que la barre qui obstruait l'embouchure du Sénégal était l'une des plus rudes et des plus périlleuses qui fût au monde. Dès lors, on ne doit pas être surpris par les importantes pertes en matériel et en vies humaines qu'elle infligeait à tous ceux qui la bravaient. La population de Saint-Louis. Devenu siège de l'administration et du commerce, Saint-Louis ne tarda pas à attirer une population assez nombreuse de Noirs libres, de mulâtres possédant un nombre plus ou moins important d'esclaves. Le fort fut le point central du tableau que Saint-Louis présentait aux arrivants. À sa droite comme à sa gauche, s'étendaient les deux parties de l'île, dont les rues étaient bien alignées. Le quartier sud était réservé aux propriétaires, dont la plupart étaient de confession chrétienne, d'où son appellation de chrétiens. Le quartier nord ou Lodo abritait à sa pointe extrême des habitations réservées aux esclaves appartenant aux habitants du sud. Au début de leur installation à Saint-Louis, les populations habitaient des cases. Les immenses profiturés du commerce négrier permirent à ceux qui s'y adonnaient de modifier le paysage urbain de l'île par la construction de demeures en dur. Entre autres choses, les directeurs avaient toujours accordé aux signards de gros privilèges qui se révélèrent fort préjudiciables aux compagnies. L'entretien de ces dames était particulièrement onéreux. Elles se faisaient passer pour de grandes dames qu'on devait entourer de haute considération. Elles en prenaient le nom et les airs. Les directeurs qui avaient succombé à leur charme leur accordaient double ration, ou triple, ou pour mieux dire à souhait, de pain, de froment, de viande, de vin, d'eau de vie, de bois de chauffage, de paille, de piquet, pour bâtir leurs cases, enfin toutes les choses nécessaires à la vie pour elles et pour leurs enfants. En général, leurs captifs étaient fournis de viande, poisson et mil, aux dépens de la compagnie qui alors représentait l'État. L'abus avait été si loin que ces femmes qui commandaient nombre de nègres, leurs esclaves attachés au service, faisaient pour le compte des employés auxquels elles étaient unies un commerce au détriment de celui de la compagnie et qu'elles obtenaient à cet état du directeur commandant au prix de France des marchandises finies et les plus précieuses qu'on refusait aux autres Français employés d'un ordre inférieur. Les négresses libres, appelées gourmettes, rivalisaient de luxe avec les mulâtresses. Ces deux groupes ne représentaient qu'une faible proportion dans l'effectif total de la population. En 1630, alors que le comptoir était encore à Birt, la population était de 500 Noirs, 10 Européens et 160 captifs. En 1660, on y dénombra 1500 Noirs, 22 Européens, 40 mulâtres et 250 captifs. Ces chiffres passaient respectivement en 1690 à 2000, 55, 160 et 400, à savoir 2000 Noirs, 55 Européens, 160 mulâtres et 400 captifs. Avec l'essor du commerce, la population ne cessa de s'accroître. En 1754, elle était estimée à 2500 personnes, dont 800 hommes, soit le tiers de l'effectif. Parmi eux se trouvaient 15 maîtres de barque, 15 contremaîtres, 36 matelots gourmets, 3 maîtres langues, 36 ouvriers, 98 captifs de la compagnie,
distribués sur les bateaux de bar. Ils provenaient tous du rébut, c'est-à-dire de ceux qui portaient un handicap physique qui les rendait invendables. Ils avaient leur nourriture et un salaire dérisoire de 3 bars par mois. Les captifs et les libres attachés comme ouvriers ou employés au voyage de Galam étaient au nombre de 550. Voici aujourd'hui cet extrait qui vous met dans l'ambiance de traite pure, de commerce clair et net d'êtres humains, de peau noire. Ce n'est rien d'autre que cela. Ce livre est un joyau de dates, de faits, de récits, mais surtout de vérité. Ce livre aborde plusieurs thèmes, dont par exemple l'impact de la traite, qui nous amène sur les routes de l'esclavage, le Haut-Sénégal et le Niger. Celui-ci par Djibril Tamsir Niane, qui était professeur et connu de cette époque intellectuelle où l'Afrique brillait par sa prise en compte, sa connaissance et cet héritage lourd, dur, mais ô combien salvateur, qui aurait dû donner autre chose que ce qu'il y a aujourd'hui, qui aurait dû asseoir une maturité politique, sociale, intellectuelle, autre que ce que nous avons aujourd'hui. Il n'est pas trop tard, le chemin est long, nous le savons, mais il appartient seul aux Africains de prendre les mesures, les sacrifices et de faire en sorte que cela change. Après les remerciements de Djibril Samb, de Djibril Tamsir Niane, je vais vous livrer juste ce qu'il dit. Son propos, dit-il, mon propos, est de poser le problème des pistes partant des régions du Haut-Sénégal-Niger vers les côtes de Sénégambie et de Guinée. L'intérêt d'une telle recherche est de nous éclairer sur les modes d'acquisition des esclaves, sur les marchés et aussi sur les gîtes d'étape, jalonnant les pistes empruntées par les marchands d'esclaves et autres convoyeurs. Pourquoi le Haut-Sénégal-Niger? Entendons-nous, il ne s'agit pas de la colonie du Haut-Sénégal-Niger créée par les Français au lendemain des conquêtes coloniales et qui n'était rien d'autre que l'ensemble des territoires conquis par eux au-delà du fleuve Sénégal vers l'est. On le sait, l'essentiel de ces conquêtes était constitué par ce que l'on appellera plus tard le Soudan français dont est issue l'actuelle République du Mali. J'entends au Sénégal-Niger dans une acception purement géographique les pays traversés par le cours supérieur des fleuves Sénégal et Niger, dont la Falémé, le Bakoy au Sénégal oriental jusqu'à Niagosola, le Bafin, ou au Sénégal proprement dit, est le Tenkiso. Du reste, le Tenkiso et le Bafin sortent du même massif au cours du Fouta Djallon, près de Mamou. Bref, il s'agit du haut bassin des 2 fleuves comprenant les pays de Kita, de Sigiri, de Madang jusqu'à Kaï. Votre dévoué Marigot a fait ce chemin, connaît ces routes et allait jusqu'au bout. Je continue. En somme, ces pays s'inscrivent dans un polygone irrégulier avec comme sommet Médine sur le fleuve Sénégal. Nioro au Sahel, Bamako précisément au sud de Sotiba, qui constitue la fin du haut bassin du Niger, et en direction de Kankan sur le Milo pour rejoindre Timbo au cœur du Fouta Djallon. L'intérêt de cette région est très grand. On trouve là de nombreux peuples, région historique s'il en fut, où on rencontre des Malinké, des Peuls, des Khassonké, des Bambara, des Sarakhole,
pour ne citer que cela. De nombreux royaumes au cours des siècles ont englobé ou se sont partagés ce pays. Un point important à souligner est le brassage des peuples dans ladite région qui a été à la fois point de départ et point d'aboutissement des migrations. À l'époque de la traite négrière, précisément à partir du XVIe siècle, cette région joua un rôle de premier plan. Son histoire sera dominée par la guerre. Nous schématisons en disant que deux royaumes jouèrent un rôle essentiel dans la fourniture des esclaves, singulièrement au cours des XVIIIe et XIXe siècles. C'est d'une part le royaume Bambara de Ségou et d'autre part le royaume théocratique du Fouta Djallon. Rapprochement insolite, mais ce n'est qu'apparence. Le premier est resté un royaume animiste, mais en réaction aux royaumes musulmans comme le Songhaï ou le Pachalik de Tombouctou, qui avaient fait du pays Bambara une zone de capture d'esclaves. Ségou, c'est le royaume des Tongdion. Tong signifie en mandé, Bambara, Malinké, association. Diong signifie, dans un sens premier, esclave. Mais ce n'est pas ce sens qu'il faut retenir comme on le fait d'habitude. Diong signifie aussi adepte, membre d'une association, serviteur dans le sens noble. Par Tongdion, donc, il faut entendre membre de l'association. Cette association d'hommes libres est à l'origine du régiment qui a permis à Biton Coulibaly, son fondateur, à la tête de son groupe d'âge, de créer le royaume de Ségou. La guerre sera la principale industrie de ce royaume. Une guerre pour se défendre contre les musulmans et pour créer un espace de vie libre. Le second royaume est le royaume théocratique du Fouta Djallon. Mais lui, en milieu animiste, il pratique un islam intransigeant. Mais ici comme à Ségou, la guerre est la principale occupation de l'aristocratie. Il faut dire que nous avons affaire ici à deux royaumes très typiques. Royaume où le développement économique est fondé sur le travail des esclaves qui constituent la main-d'œuvre, la force du travail. Ce qui est remarquable dans le cas de ces deux royaumes, c'est qu'ils font la guerre pour se procurer des esclaves dont une partie est installée dans les hameaux de culture, une autre partie vendue précisément vers les côtes pour acquérir des armes, des tissus et autres produits manufacturés d'Europe. On le voit au sud, le commerce avec l'Europe entraîne l'aggravation de la guerre. Il s'agit pour nous ici non pas de faire l'histoire de Ségou ou du Fouta Djallon, mais de montrer la place de la guerre dans cette histoire, surtout s'agissant de la fourniture d'esclaves à la traite installée par les Européens sur les côtes. Ségou, du XVIIIe siècle jusqu'à l'apparition du royaume du Massina, au début du XIXe siècle, et surtout l'arrivée d'El Hadj Omar, était la principale force militaire du Niger moyen. Les rois de Ségou faisaient la guerre pour leur compte, mais il faut signaler aussi qu'on pouvait commander ou louer les forces de Ségou. Dans ce cas, ils jouaient le rôle de mercenaires. La tradition malinké relate de nombreux cas où un roi, un village, loue l'armée de Ségou pour aller casser un autre village. Le retour à Ségou de l'armée était une fête. Les Tondjons étaient chargés de butin, notamment d'esclaves et d'or. Les Tondjons avaient la fâcheuse réputation de soudards portés à l'ivrognerie. Pour ne pas rentrer bredouille en cas de défaite, on n'hésitait pas à piller des villages alliés, voire des villages Bambara. On peut être amené à comparer les Tondjons aux Tieddo. La comparaison est très valable. Si nous en avions le temps, nous montrerions le parallèle. Ceux-ci faisaient des razzias dans toutes les directions, mais singulièrement vers les Bobos, les Manyanka, les Malinké et les Peuls leurs voisins. Le roi de Ségou avait un important troupeau d'esclaves appelés Forobadion, c'est-à-dire esclaves publics ou esclaves de la couronne, affectés uniquement aux travaux de production. Pour le cas qui nous intéresse ici, le Tondjon, le roi, les chefs, chacun était libre de vendre ses prises ou sa part du butin. Il y avait autour de Ségou de nombreux marchés d'esclaves. Les gros marchands d'esclaves étaient installés à demeure à Ségou. Les convoyeurs conduisaient les esclaves vers plusieurs directions. C'est le lieu peut-être de dire qu'il faut faire à présent des enquêtes, des monographies sur les villages ou hameaux d'esclaves, sur les marchés.
On connaît quelques villages, mais une étude systématique s'avère nécessaire. Elle devrait être faite depuis Nioro jusqu'à Ségou, jusqu'à Bakel, voire Kidira, et à partir de là, en direction de l'Atlantique, soit vers Gorée, soit vers Saint-Louis. Il est temps de quitter les généralités sur l'esclavage pour passer à une étude sur le terrain. L'histoire de la traite est inscrite sur le sol à travers les ruines des villages, les villages-marchés, les gîtes d'étape. C'est une telle étude qui révélera l'impact de la traite sur les populations, sur la démographie africaine. Les régions charnières, ce serait par exemple le Khasso. L'analogie entre le Fouta Djallon et Ségou, quant à l'esclavage, est significative. Au Fouta, comme dans le Bambara, tous les ans, les chefs vont en guerre. Les Almami du Fouta Djallon mirent peut-être 50 ans avant de confirmer leur autorité dans le Fouta Djallon, soit de 1730 à 1780. Mais à partir de 1790, c'est la guerre sainte systématique. Les Peuls du Fouta Djallon organisent deux types de guerres. Le djihad, c'est la guerre sainte. L'Almami, seul l'autorise. Et le plus souvent, c'est l'Almami en personne qui dirige cette guerre sainte et chaque province apporte son contingent. Comme vous le savez, la déclaration de guerre est faite en bonne et due forme. Sommation au roi animiste d'embrasser l'islam. En cas de refus, c'est la guerre. En cas de défaite pour lui, c'est la décapitation. L'aristocratie est convertie à l'islam et la majeure partie de la population est asservie. Un deuxième type de guerre, c'est ce qu'on appelle le Goubali. Ce sont en somme des razzias. Tous les chefs de province sont autorisés à tout moment à aller faire des razzias dans les villages animistes. Capturer des esclaves, amasser du butin. Cela n'entraîne pas la conversion automatique. Dans la sous-région, il faut souligner que le duel entre le royaume animiste du Gabou et le royaume théocratique du Fouta Djallon domine la politique extérieure de ces deux États, singulièrement entre 1830 et 1865. Date de la chute de Kansala, la capitale du Gabou, marquant la victoire du Fouta Djallon. À cette occasion, il faut signaler que de nombreux esclaves furent conduits par les Peuls du Gabou au Fouta. Comment le Fouta Djallon acquérait-il des esclaves? Le Fouta Djallon organisait des guerres, mais les enquêtes ont révélé que beaucoup d'esclaves du Fouta Djallon étaient d'origine bambara. Le Fouta achetait des esclaves surtout aux Djoula Malinké, qui étaient les intermédiaires entre Ségou et le reste du monde. Le Fouta Djallon achetait des esclaves et les installait dans les hameaux de culture. Le Fouta Djallon a organisé des razzias dans plusieurs directions, mais ces razzias ont été dirigés principalement contre les Tenda, les Bassari, les Konyagi, population du nord du Fouta Djallon, les Manding, les Djalonké et les Soussou. Nous avons entrepris quelques recherches au Fouta Djallon et nous avons pu identifier plusieurs marchés d'esclaves. Les marchés les plus importants étaient le marché Bali Boko et celui de Bambaya. À Bali Boko, au cœur même du Fouta Djallon, les principaux négociants étaient des Saraholais, tandis qu'à Bambaya, le marché d'esclaves était animé par les Djoula Malinké. Vers la fin de l'époque de la traite, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les chefs de l'Abbé, chefs particulièrement puissants, et les Almami avaient leurs propres caravaniers et contrôlaient personnellement le commerce d'esclaves en direction de la côte. Nous avons pu, avec notre équipe de chercheurs sur la traite négrière, entrer en contact avec des descendants de marchands d'esclaves. Mais il n'est pas facile de parler de l'esclavage. Nous avons tous honte aujourd'hui du commerce des esclaves. Mais rassurez-vous, les langues commencent à se délier. Peut-être allons-nous avoir des révélations de plus en plus intéressantes sur cette pratique. Voici l'extrait de Djibril Tamsir Niane, grand chercheur et je ne peux pas vous dire ce qu'il représente. Il n'y a pas de mots. Quand la vérité est exposée et donnée en héritage, on ne peut l'éviter. On ne peut aller
au-delà. Ça, c'était la deuxième phase de notre itinérance avec des auteurs locaux sur site, des intellectuels africains sur la traite négrière. Celle-ci nous ramène à un livre que je vous livre en suivant, toujours sur la traite négrière, mais vécu en Europe, dans la zone européenne. Le Marigot vous dit à tout à l'heure et vous demande de dire, vous demande que l'on se cultive, que l'on s'éveille les uns des autres, que l'on se mobilise, que l'on se rassemble autour de thématiques de traite d'humains, d'exploitation, d'injustice. Cette thématique appellera d'autres faits à travers le monde actuel, mais pour l'instant, nous allons sur la base, le passé, pour nous intégrer dans le présent et aménager le futur. Le Marigot vous salue. À tout à l'heure. Au revoir.